sweat the technique. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne OSBA. On continue les vidéos sur les joueurs à suivre cette saison. Il y a déjà 3 vidéos disponibles et pour cette session, j'ai choisi 5 joueurs et j'ai nommé cette séquence It's Now or Never. C'est un peu la dernière chance pour ces joueurs qui ont été draftés relativement haut et qui n'ont pas jusqu'à présent en tout cas réussi à répondre aux attentes placées en eux et j'ai choisi, on va commencer de suite, j'ai choisi Chris Dunn, le joueur, le meneur de Chicago. Alors c'est un joueur qui a été choisi en 5e choix de la draft 2016 et il n'a pas réussi à prouver qu'il était l'un des meilleurs meneurs de cette QV. Je rappelle, il a quand même été drafté devant Buddy Hield, Jamal Murray, Sabonis, Caris LeVert, enfin un paquet de joueurs qui sont aujourd'hui plus ou moins des stars. Et Chris Dunn en est toujours au même point, c'est-à-dire sa première année, son année rookie avait pas été terrible, il avait été blessé, ensuite il a été tradé à Chicago, il a fait une saison plutôt correcte avec les Bulls. On avait un peu l'impression que ça y est, Chris Dunn allait vraiment s'exprimer, il avait tourné à 13 points, 6 passes, et puis la saison dernière, de nouveau il est blessé, il ne joue que 46 matchs et il tourne à 11 points, 6 passes. Donc clairement, il ne progresse pas. Alors, il est souvent blessé, c'est vrai, mais malgré tout, il n'a pas prouvé qu'il avait progressé dans la gestion d'une équipe. Il n'a pas progressé au shoot. Alors évidemment, ses qualités naturelles, c'est de slasher, d'aller vers le panier. C'est un très très bon défenseur également. Et malheureusement, clairement, il doit ajouter du QI basket et avoir vraiment du team spirit. J'ai pas l'impression qu'il soit vraiment impliqué dans l'équipe. J'ai tout simplement l'impression qu'il est toujours focalisé sur son jeu, qu'il n'arrive pas réellement à produire ce qu'il a envie. Donc cette année, il doit, je dirais, profiter du fait qu'il va être backup. Je pense que Thomas Satoransky va être le meneur titulaire et donc il va rentrer derrière et il doit être un pitbull défensif, il doit briller sur ses qualités, arrêter de tenter des shoots improbables et donc forcément mieux sélectionner ses shoots. On connaît ses atouts, c'est la défense, il faut qu'il domine à ce niveau-là. Et puis, il doit travailler ses fondamentaux. Et il faut pouvoir shooter autour de 45%, ça serait pas mal pour Chris Dunn. Il peut plus continuer à être un joueur qui tourne à 40%. C'est pas possible. Il sera jamais titulaire si il continue comme ça. Donc, je dirais que l'exemple à suivre, c'est un petit peu Pat Beverley. Pat Beverley, clairement, il a beaucoup moins de talent sur le papier que Chris Dunn, mais par contre, les équipes se battent pour l'avoir. Donc, c'est pas un hasard parce qu'il domine défensivement et puis en plus, il est capable de planter de temps en temps. Chris Dunn, il doit un petit peu copier ça et travailler ses grosses faiblesses. J'ai l'impression que vraiment il aurait dû rester un tout petit peu plus longtemps à l'université, travailler ses fondamentaux, pas fini sa formation et il est temps vraiment pour Chris Dunn de briller un petit peu et je pense que c'est dans le secteur défensif qu'il doit reprendre confiance et puis tout doucement, pourquoi pas, apporter des points à cette jeune équipe des Bulls. Allez, on continue avec Dragan Bender, l'ailier fort de 2m16, qui a signé cet été à Milwaukee. Donc il avait été drafté 4e de la draft 2016 et il nous a fait une saison rookie ridicule. Il avait tourné à 3 points de rebond, 35% au shoot, c'était catastrophique. Dans sa saison sophomore, il y a eu un petit step gentil, il était à un peu plus de 6 points et 4 rebonds, mais toujours des difficultés au shoot, même si on commençait à entrevoir un potentiel, et de nouveau la saison dernière il n'a pas progressé, il a été catastrophique avec 5 points, 4 rebonds, 21% à 3 points pour un gars qui est censé stretcher, c'est nul, donc voilà. Et cet été, donc comme je l'ai dit, il a signé au Bucks et
Alors on va voir si dans un autre contexte, avec un vrai coach et une vraie équipe, s'il peut se révéler. Alors ses premiers pas en pré-saison ont été très bons. Il a tourné en moyenne à 13 points, 6 rebonds et surtout 60% de réussite au shoot et 53% à 3 points. Alors faut pas rêver, il va pas rester sur ces bases-là, mais si déjà il pouvait être un joueur à 50% et autour de 40 à 3 points, ça serait très très bien. Il va avoir des spots ouverts grâce à Giannis Antetokounmpo et aux autres joueurs. À lui de mettre dedans, il a évidemment des qualités physiques, il est long, il a des moves. Mais voilà, il manque quand même de hustle. Vraiment, on a l'impression que des fois il dort. Il faut espérer qu'au contact d'Antetokounmpo, il puisse se transformer parce qu'il a quand même des atouts. Il peut stretcher normalement. Il est censé avoir des qualités à 3 points et avoir pas mal de mismatch à l'intérieur. Donc à lui de saisir. Il est temps maintenant. Après 3 saisons, de nous montrer pourquoi il a été drafté 4e de cette draft 2016. Il est vraiment temps pour Dragan Bender, parce que s'il nous refait encore une saison à 4 points de rebond, je pense que ce sera terminé, en tout cas pendant un bon moment. Ce sera à mon avis, retour Europe pour Dragan Bender, ce qui est loin d'être une honte, mais c'est dommage. Je pense qu'il y a quelque chose à faire avec ça, et je pense que les Bucks sont sûrement la bonne équipe pour révéler ce talent. Dragan Bender. Allez, 3e joueur, on passe à Markelle Fultz, donc le meneur d'1m96 désormais des Orlando Magic, qui a été le premier choix de la draft 2017. Alors son début de carrière est une catastrophe, il a joué que 33 matchs en 2 saisons. Ses stats sont pas ridicules pour le peu de temps de jeu, puisqu'il a tourné à un peu plus de 8 points, 3,7 rebonds, un peu plus de 3 passes. Et j'ai l'impression que le Magic s'en est bien occupé. Maintenant, pour Markelle Fultz, il faut jouer des matchs. Faut arrêter avec ces problèmes d'épaule, de coude, de poignet, j'en sais rien. Mais il faut désormais qu'il s'intègre dans un collectif. Il faut retrouver ces sensations de basketteur. On a l'impression sur cette pré-saison qu'il a retrouvé un peu ses talents de basketteur. Il faut vraiment qu'il prenne du plaisir à jouer, et puis tout doucement progresser match après match. Il faut qu'il soit ambitieux et compétiteur évidemment en NBA, mais je pense qu'il faut qu'il joue un petit peu sans pression des chiffres et qu'il arrête d'avoir cette pression du premier choix de draft. Ça y est, c'est passé tout ça. On part sur un nouveau projet et ses points forts, il les a pas perdus. Ça, c'est cette puissance physique en attaque, qualité de vitesse, d'attaque du panier, il les possède. Maintenant, voilà, c'est cette faiblesse mentale, je dirais, un petit peu comme D-Rose il y a quelques années après sa blessure. D-Rose avait du mal à revenir, il a failli se perdre complètement. Bon, heureusement, il a refait surface, mais voilà, on est un peu dans le même contexte avec Markelle Fultz, sauf que lui n'a absolument rien prouvé, donc il peut pas se reposer sur un passé où il a brillé, hormis à l'université. Donc en termes de projection, j'aimerais le voir jouer 15-20 minutes, être en bonne santé, évidemment, et progresser aussi en défense, notamment la défense collective, où le peu qu'on a vu, il était vraiment en difficulté. Je pense que Orlando est aussi une équipe qui peut lui convenir, dans le sens où il n'y a pas de gros meneur devant lui. Il y a DJ Augustin, un vrai professionnel, un gars qui peut aussi lui apprendre le métier, qui tiendra la baraque. Et on peut espérer qu'avec du temps de jeu et la régularité, il pourrait arriver autour de 10-12 points, 4 passes, 4 rebonds, ça sera gagné. Si Markelle Fultz arrive à produire ça, il faut espérer que, au fur et à mesure de la saison, vraiment, il s'installe dans ce collectif des Orlando Magic. Vraiment, j'ai hâte de voir Markelle Fultz jouer, parce que clairement, l'université, pour l'avoir vu quelques fois, il était assez impressionnant, et je l'aurais moi aussi choisi premier. Donc voilà, il faut pour Markelle Fultz enchaîner les matchs, c'est obligatoire.
Allez, on continue cette fois avec un autre profil. C'est Dante Exum qui a un peu plus de métier, donc il y a un combo guard d'1m98 qui était le 5e choix de la draft 2014. Alors c'est déjà 2014, on n'a pas beaucoup vu Dante Exum. Ça fait 5 saisons qu'il est là, il a joué 204 matchs sur 410 possibles. L'année dernière, encore une fois, il nous fait 42 matchs, 15 minutes de temps de jeu, avec des stats à 7 points et 2 passes et demi. Donc clairement, il n'est pas au niveau. Pourtant, on a vu, notamment, c'était il y a 3 ans, je crois, sur la campagne de playoff, il était capable d'apporter quelque chose avec un excellent handle, cette finition en pénétration, sa vitesse, il a des moves, mais malheureusement, alors, soit il est blessé, et quand il est là, je dirais qu'il n'a pas progressé en termes de shoot. Il est à 42% et 29 à 3 points. C'est vraiment pas terrible. Alors certes, c'est un très très bon défenseur parce qu'il est long, parce qu'il a une bonne envergure et puis je trouve qu'il lit très bien les attaques. Mais voilà, c'est pas possible non plus d'être un joueur, il était choisi 5e choix de la draft 2014 et de tourner à 40%. C'est un peu comme Chris Dunn. Alors voilà, il a encore 2 ans de contrat. Il faut qu'il joue déjà 82 matchs. Il doit être à la hauteur. Derrière Mike Conley et Donovan Mitchell, il aura quand même des minutes s'il est en bonne santé et il doit porter 10 points, 5 passes. Et sa grosse défense. Donc c'est effectivement un joueur qui a la classe, mais il faut le montrer tous les soirs. Il faut pas jouer 30 matchs par saison. Là aussi, c'est pas possible. Si sur les 2 ans qui arrivent, et je dirais même déjà sur celles qui arrivent principalement, mais si sur les 2 ans il est toujours au même niveau, Dante Exum sera un énorme flop parce que il arrive à NBA avec une espèce d'étiquette de nouveau Penny Hardaway. Alors on en est méga loin, mais voilà, c'est un peu comme Chris Dunn. C'est un très bon défenseur, qu'il se concentre dessus, qu'il fasse jouer les autres et puis qu'il saisisse les opportunités, qu'il ne prenne pas 15 shoots par match. Bon, c'est pas son style, mais voilà, bien sélectionner ses shoots. Voilà, il a quand même un coach qui est vraiment intelligent. Snyder, c'est mettre en place un jeu attrayant et avec quand même de l'espace, et Dante Exum peut profiter des systèmes que peut avoir Donovan Mitchell et j'espère réussir. Il a un sacré potentiel, j'aimerais vraiment qu'il puisse entièrement l'exprimer. On va terminer avec le 5e joueur. Alors c'est lui aussi un autre profil vraiment différent, c'est Jabari Parker qui était le numéro 2 de cette draft 2014 et qui était annoncé comme une sorte de nouveau Carmelo Anthony et lui aussi trop souvent blessé. En termes de saison, il a joué 25 matchs, 51, 31, 64, donc clairement une équipe ne peut pas compter sur lui. Pourtant il a été capable d'être productif quand il n'a pas été blessé, évidemment. En 2017, il a tourné à 20 points, 6 rebonds, 3 passes. C'était très bien. Donc voilà, on s'est dit, ok, ce gars-là a quand même du talent offensif, des lacunes, certes, mais on comprend pourquoi il a été numéro 2 de la draft. Et puis, il se blesse, encore une saison, à 50 matchs. Donc la saison dernière, il a signé à Chicago, très beau contrat. Et ça a été une erreur de casting, parce que Chicago, c'est pas la meilleure équipe pour progresser en règle générale depuis quelques années, mais au-delà de ça, il quand même commençait à avoir un projet intéressant et il fallait développer Mark Cannon, enfin d'autres joueurs, ça a pas matché. Et je trouve qu'il s'est un peu refait la cerise à Washington sans être exceptionnel, a tourné autour de 15 points, 7 rebonds, ce qui est à peu près ce qu'il a fait à Chicago, mais il est un peu plus efficient. Donc cet été, donc après avoir quand même pris 20 patates la saison dernière, c'est plus la même, quoi. Il signe à Atlanta pour 13 millions de dollars sur 2 ans, donc on n'est plus au même niveau, on n'a plus les mêmes ambitions. Je trouve le fit assez moyen sur le papier. Après, il faut voir, parce que j'ai l'impression clairement, il va être derrière John Collins, qui est quand même le futur du club et qui va avoir énormément de minutes. Si on le décolle sur le poste 3, il y a DeAndre Hunter à développer, et d'autres joueurs. Il y a Vincent Nitti, il y a Bambry.
Bon, il faut voir combien il peut avoir de minutes. Donc, bon, il peut récupérer des minutes derrière Collins et Hunter. On peut espérer qu'il joue autour de 20 minutes. Et il faut qu'il soit régulier, qu'il tourne en, allez, 11,5 rebonds, mais il faut qu'il soit propre. Et il faut qu'il arrive à tirer des fautes et qu'il arrête de rendre des box plus-minus atroces. C'est un des pires joueurs de la ligue quand il est sur le parquet, quoi. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on fout Jabari Parker sur un parquet, votre équipe prend en moyenne 1-5. Donc là aussi, c'est pas possible pour un joueur qui se voulait un franchise player. Alors clairement, il ne le sera pas ni cette année ni les saisons qui vont arriver, mais c'est pas possible. Donc il a 2 saisons pour se relancer. Il faut d'abord, comme je disais, qu'il reste en bonne santé et qu'il soit efficace et utile à son équipe. Alors on peut faire confiance au coaching staff et à Lloyd Pierce pour le relancer, mais il doit arrêter de jouer sa partition dans son coin. Il doit vraiment aider cette équipe d'Atlanta. Il commence à avoir un peu d'expérience, à lui aussi d'être un joueur différent. Pour les années qui arrivent, ce ne sera pas une star. Voilà, qu'il soit un bon joueur secondaire, utile dans un collectif et dans une équipe d'Atlanta qui va commencer à viser la 7e, 8e place pour aller décrocher peut-être une qualif en playoff. Il doit être vraiment utile, Jabari Parker, j'espère, parce qu'il a du talent, il est quand même spectaculaire, mais voilà, le basket c'est un sport collectif et il faut un petit peu oublier sa petite personnalité pour le bien collectif. J'espère qu'il va acquérir ça cette saison sous le coaching de Lloyd Pierce. Voilà, on en a terminé, on verra comment ça va évoluer pour tous ces joueurs-là. On se retrouve très bientôt, je vous remercie vraiment de suivre ces vidéos et on se retrouve pour la toute dernière séquence d'ici quelques jours avant le début de la saison NBA. Merci beaucoup, bye bye.